Bonjour, je suis Diane de Rênal, associate partner chez MAD. Je vais vous parler aujourd'hui de RSE dans l'industrie du luxe. La CSRD nous rappelle en 2024 que la réglementation est championne pour faire évoluer les pratiques du secteur. Les années à venir vont encore produire des changements majeurs, en accentuant les obligations de reporting, de transparence, en introduisant le passeport digital des produits, et bien plus encore. Avant de pouvoir constater vraiment ces changements, je vous propose d'examiner aujourd'hui 3 dimensions. Les succès et défis des directions RSE depuis leur création, les leviers pour étendre le territoire de la RSE et gagner en impact, et enfin ce qui constitue pour MAD le futur 4e pilier de la RSE, j'ai nommé la culture d'entreprise. Au cours de la dernière décennie, les directions RSE des maisons ont été portées par les vagues de réglementation. Elles ont obtenu à travers cela 3 victoires majeures sous la forme de 3 ouvertures du secteur qui tranchent avec le cliché du secret et de la confidentialité. La première est une ouverture forte à de nouvelles expertises. Climat, environnement, biodiversité, filière, carbone sont autant de compétences nouvelles qu'il a fallu intégrer aux organisations pour publier un large spectre de données. La seconde est une ouverture du dialogue entre les maisons et leurs fournisseurs et partenaires. Par exemple, c'est le cas pour trouver des solutions partagées avec les landlords pour réduire la consommation d'énergie dans les points de vente. Troisième ouverture, et non des moindres, la RSE transforme pour un temps la concurrence en coopération, voire en coalition. Pour donner un exemple parlant, le co-investissement dans des infrastructures de production d'énergie renouvelable, orchestré par le Fashion Pact, est une de ces formes de coalition. Malgré tout, quelques défis de taille s'opposent encore aux directions RSE. Tout d'abord, la capacité à décliner un framework stratégique groupe ou maison en initiative au sein des métiers. Il reste difficile de susciter des projets concrets que leur taille ne permet pas forcément de porter. Deuxièmement, la confiance dans la capacité à répondre aux objectifs annoncés lorsque viendra l'heure du bilan, dans une organisation qui se saisit vraiment d'un objectif annoncé pour 2050, à un horizon de plus de 50 collections si on raisonne dans la mode par exemple. Troisièmement, l'inquiétude face à la vague de réglementation à absorber, la CSRD étant la dernière en date. En dernier lieu, citons le défi que représente le grand oublié de la RSE, le client. Le retail est aujourd'hui bien en peine de s'exprimer sur les engagements et réalisations des maisons, et cela se vérifie très facilement en quelques visites sur le terrain. Je vous propose ici 3 pratiques inspirantes que nous accompagnons chez nos clients pour passer d'une RSE normative et descendante à une RSE positive qui libère l'énergie en interne. La formation est bien sûr le premier des leviers à considérer, dans l'idée de passer de la sensibilisation à l'action. Il faut retenir que la RSE est un sujet d'apprentissage continu et qu'il y a besoin de parcours extrêmement structurés avec au moins 5 étapes. Commencer par la sensibilisation aux enjeux globaux, puis connecter avec le secteur et surtout les catégories de produits concernés, décrire ensuite les impacts concrets sur les fiches de poste, faire connaître les initiatives de la maison et enfin conduire à transformer cette vision corporate en action. Seconde modalité, les incitations. Derrière cela, je mets les appels à projets, les challenges internes, la création de labels internes qui sont autant d'initiatives à imaginer sur les thèmes prioritaires de la RSE pour donner à tous l'envie de progresser et créer de l'émulation. Enfin, l'évolution des organisations reste incontournable. Plusieurs leviers sont possibles avec différents effets de traction. La mise en place d'un réseau de référents, le repositionnement de fonctions corporate avec une feuille de route qui a clairement pivoté. Par exemple, orienter une équipe qualité vers une feuille de route qualité et durabilité. Enfin, on peut créer de nouveaux rôles au sein des métiers, au plus proche des opérations, pour vraiment redessiner la chaîne de valeur. C'est ainsi qu'apparaissent des équipes de transformation, des chefs de projet éco-conception, des chefs de projet Sustainable Store Planning, par exemple. L'arrivée de la CSRD dans le paysage des normes RSE était annoncée depuis longtemps, mais l'ampleur de la tâche peut avoir de quoi décourager. Malgré tout, nous y avons vu une excellente nouvelle. La culture d'entreprise fait désormais partie des aspects audités. Chez MAD, nous pensons fermement que tout comme la culture des peuples est devenue le 4e pilier du développement durable pour l'ONU dans les années 2010, en valorisant expressément la créativité, la connaissance, la diversité et la beauté au sommet de Mexico, la culture d'entreprise va rapidement devenir le 4e pilier de la RSE.
Nous sommes donc convaincus qu'il y a là l'opportunité de valoriser un socle existant, déjà extrêmement solide, la culture étant clé dans les maisons. Alors comment valoriser sa culture? Cela peut être déjà en posant des mots, en formalisant sa culture de manière beaucoup plus fine que ce que l'on pourrait trouver dans une grande plateforme. Cela peut aussi être en élaborant ou en actualisant sa marque employeur, ou encore en créant de nouveaux produits de la culture d'entreprise, des rituels, des mesures de sa diffusion et de son ampleur. Et pourquoi ne pas créer une promesse d'impact dans le prolongement de la promesse employée et de la promesse client? Oui, la route est longue pour mobiliser l'ensemble des organisations et écosystèmes. Néanmoins, la formation, l'incitation, l'organisation restent des outils très actuels à adopter pour impacter les opérations, et la culture d'entreprise pourrait vite devenir votre nouvel allié.